Donc, grand merci aux... Est-ce que les traducteurs, traductrices nous entendent bien? Déjà, c'est la priorité de tester ça. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça va? Donc, merci beaucoup à nos collègues d'avoir présenté les utilisations possibles de Binogi. Ce sera des éléments que nous n'aurons pas besoin peut-être de réexpliquer dans le cadre de ce qui s'est passé donc, en France et aussi dans le contexte de Carole Fleuret, donc, dans l'Ontario, près d'Ottawa. Donc, vous avez vu tout l'intérêt justement d'utiliser Binogi avant, pendant, après, tout l'intérêt concernant, j'ai envie de dire, aussi une dynamique de classe qui se met en œuvre. Alors, ce qu'on va faire dans le panel concernant nos contextes, c'est d'abord vous présenter le contexte en France, la méthodologie, les éléments théoriques sur lesquels on s'est appuyé pour développer la recherche. Carole fera de même pour son contexte. Et ensuite, donc, nous vous expliquerons les résultats, alors à la fois du côté des enseignants et du côté des élèves. Pour nous, c'est très important, évidemment, la prise en compte de la voix des élèves. C'est une demande aussi des institutions internationales. Et quand on fait une recherche, évidemment, avec les enfants, c'est ce qui est prioritaire. Donc, vous aurez la voix des enfants qui sera exprimée ici. Et Emmanuel, évidemment, pourra compléter aussi avec son contexte. Alors, pour commencer, donc, sur ces questions, je vais vous présenter donc, pourquoi finalement utiliser les langues de la classe comme une ressource pour l'apprentissage des contenus. Donc, Emmanuel en a dit quelques mots. Je voudrais rappeler quand même quelques éléments très importants. C'est qu'effectivement, les pratiques langagières en sciences sont tout à fait différentes des pratiques langagières qu'on peut avoir évidemment en milieu, j'ai envie de dire, informel, entre pairs. Alors, Jim Cummins a beaucoup développé sur Bix et Calp à une époque. Et donc, ça, c'est des choses à prendre en compte. Vous le verrez cet après-midi quand on parlera de la formation initiale des enseignants en mathématiques en France. Effectivement, dans leur formation, il y a peu de choses qui est dit à propos des pratiques langagières des mathématiques pour enseigner les notions mathématiques. Donc, en France, on a de très bons spécialistes scientifiques, donc ils sont très bien formés sur les notions scientifiques, mais qui n'ont pas toujours à l'esprit l'idée qu'on enseigne toujours au travers de pratiques langagières. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important d'avoir à l'esprit. L'hypothèse de l'interdépendance des langues, donc ça, c'est très important, la question des transferts. Finalement, en France, dans les recherches qui sortent sur ces questions, il y a encore assez peu de formation des enseignants initiales et continues sur l'intérêt de solliciter les langues des élèves pour aller justement vers une nouvelle langue, ce que vous avez proposé les collègues juste avant en immersion. Mais c'est la même chose aussi, j'ai envie de dire, pour les élèves, on va en parler beaucoup, qui viennent d'arriver en France de différents pays, ce qu'on appelle les élèves nouvellement arrivés en France, migrants, et qui doivent évidemment ensuite pouvoir suivre les contenus disciplinaires en français. Donc, dans le livre, Emmanuel en a parlé tout à l'heure, que nous avons réalisé avec Emmanuel, et effectivement, on a discuté du défi que ça représentait, de pouvoir justement inclure les langues des élèves, mais que justement, l'inclusion de ces langues permet plus rapidement aux élèves d'accéder au contenu disciplinaire. On ne va pas attendre d'avoir une certaine compétence dans la langue pour continuer son développement dans les contenus académiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à avoir à l'esprit. Et ce qu'on avait dit aussi, c'est que effectivement, eh bien, accès langue et accès contenu, et Carole Fleuret l'avait aussi dit dans des publications en 2020, eh bien, j'ai envie de dire même combat. On apprend aussi des langues au travers de contenus disciplinaires. La langue comme objet uniquement d'apprentissage et pas aussi comme moyen de développer des compétences dans un autre contenu, eh bien, si vous voulez, c'est beaucoup plus intéressant. On a vu tout l'intérêt, en tout cas, des recherches en Europe sur enseigner au travers d'une autre matière, que les élèves deviennent plus performants finalement en langue que de pouvoir juste enseigner la langue comme un objet langue. Donc ça, c'est des choses qui sont évidemment très, très importantes. Alors, autre chose aussi qu'on avait pu remarquer, c'est que ce qui est important, c'est de créer de nouveaux espaces pour les élèves d'apprentissage. Donc, c'est ce que propose Binogi. Donc, c'est ce que nous avons investigué dans le travail de recherche. Et que ces supports multilingues
font que finalement, on n'a pas de barrière de la langue, mais au contraire, ça encourage. Alors ça, c'est assez contre-intuitif, hein, finalement. Et parfois, les parents ou les collègues, professeurs, ne sont pas toujours enclins à penser que eh bien, utiliser d'autres langues, c'est ce que vous avez expliqué aujourd'hui, c'est un point d'attention qui est positif et dynamisant pour les élèves et pour les compétences aussi dans les disciplines. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on... J'essaie de me mettre loin du micro, vous avez vu, hein, j'ai essayé d'être très très sérieuse avec ça. C'est l'autre? C'est parce qu'il y a une personne avec l'autre? Ah. Et il y a autre chose aussi qui nous a intéressés, c'était les familles. C'est-à-dire que les familles, notamment migrantes en France, sont souvent des familles qui sont assez peu sollicitées par le système scolaire. Et donc là aussi, l'idée, c'était de les inclure et qu'ils deviennent des acteurs coéducateurs reconnus aussi par le système scolaire et avec lesquels les élèves eh bien, peuvent tout à fait échanger et développer aussi des discussions avec leurs parents à la maison. Donc, je ne vais pas revenir sur la plateforme Binogi. Donc, j'avais fait des diapositives, hein, vous voyez, sur le détective de langue, etc., toutes les vidéos. Donc, je pense que ça, c'est vraiment inutile. Je vais aller directement aux hypothèses à vérifier. Hein. Alors, nous, on arrive avec l'idée de pouvoir vérifier finalement l'intérêt de cet outil multilingue, même si on voit qu'il y a énormément de potentiel, mais jusqu'à quel point ce potentiel peut se révéler pour les élèves, pour les enseignants et aussi pour les parents. Alors, pour les enseignants, on s'est dit qu'évidemment, la différenciation pédagogique, ça pouvait être un plus. Et ça, vous l'avez montré juste avant nous. C'est vraiment peut-être le point le plus important, on va dire, mais on va voir tout à l'heure dans les résultats que Jérémy va exposer, jusqu'à quel point ça peut s'actualiser. La question aussi du suivi des élèves, c'est qu'effectivement, l'enseignant a peut-être davantage conscience de comment l'élève évolue avec un outil comme Binogi. Hein, donc ça, c'est des choses à voir, grâce au quiz notamment. Et puis aussi, ce que vous avez montré, c'est les possibilités de faire de la classe inversée, de pouvoir aussi prolonger les apprentissages grâce à l'utilisation de vidéos au moment où l'élève est déjà arrivé aux compétences qui sont attendues, donc pour aller plus loin. Donc ça, c'est les hypothèses qu'on a essayé de vérifier. Pour l'élève, évidemment, une très grande flexibilité et personnalisation, choix de la langue, possibilité de retour en arrière, possibilité d'avoir l'audio et le scriptural, une langue différente de l'autre, à tout moment de pouvoir changer de langue, etc. Et plus le côté ludique. Donc ça nous a paru des hypothèses aussi à attester. Et de la même manière, comment les familles sont impliquées grâce à l'utilisation de Binogi. Alors, je vais vous brosser un petit peu le contexte en France, même si j'en ai dit quelques mots. D'abord, le contexte légal. Donc, en France, on a une circulaire depuis 2012 où les élèves qui viennent d'arriver en France, donc ils sont très nombreux, hein, c'est jusqu'à 10% de l'effectif scolaire. Donc, évidemment, avec les élèves ukrainiens dernièrement, mais pour des raisons économiques ou diverses et variées, ça peut être aussi des raisons de maladie, de soins, etc. À suivre en France, eh bien, on a énormément d'élèves, on a à peu près 10% de la population des élèves qui viennent d'arriver. Alors, tous les âges, hein, de l'école maternelle, donc ça va être de l'âge de 3 ans jusqu'à, évidemment, le lycée, hein, donc c'est 18 ans en France. Et la circulaire de 2012, le cadre légal est le suivant, c'est que les élèves, eh bien, ils sont inclus directement en mathématiques, notamment. Donc, mais par ailleurs, les enseignants en formation initiale ne sont pas formés à recevoir des élèves allophones. Vous voyez un peu le paradoxe. Alors, ce qu'on vous montrera cet après-midi, c'est que, heureusement à Montpellier, parce que nous sommes là, entre guillemets, qui nous connaissent, ils nous demandent de former une journée, ce n'est pas non plus une grande formation, mais ils nous demandent quand même de sensibiliser les enseignants de mathématiques qui viennent de réussir le concours et qui vont être donc dans les collèges et les lycées au mois de septembre, à accueillir les élèves allophones et à travailler avec eux. Sinon, les élèves, 50% du temps, ils peuvent avoir un dispositif spécifique pour être soutenus en français, langue seconde, langue de scolarisation, et l'autre moitié du temps, il est inclus donc en mathématiques, en éducation physique et sportive, en arts plastiques, en musique, etc., etc. Et en langue vivante, bien entendu. Alors ça, c'est pour les élèves allophones. Mais vous allez voir que nous, on n'a pas uniquement travaillé avec les élèves allophones, parce que je vous le montrerai aussi cet après-midi. Ce qui nous intéresse,
c'est de ne pas démultiplier les dispositifs et de ne pas ségréguer, alors c'est un mot un peu fort, mais les élèves en disant c'est pour les élèves allophones, c'est pour les élèves des écoles internationales, c'est quoi. On pense fermement, et c'est aussi notre éthique. Nous, on vient d'un laboratoire qu'on a appelé l'humain, parce que justement, ce qui nous intéresse, c'est l'engagement humain aussi dans les projets de recherche qu'on mène. Et donc, notre objet, c'était aussi de pouvoir proposer cette ressource à des élèves francophones qui ont envie de pouvoir pratiquer d'autres langues grâce à Binogi. Donc, vous verrez qu'on a des publics avec énormément de diversité. D'autant plus qu'on a une déclaration donc, de la Commission européenne en 2019 qui explique qu'en Europe, il faut au moins 2 langues minimum à développer dans le système scolaire, en plus des langues ou de la langue familiale. Donc, ça fait quand même pas mal de langues. Donc, la Binogi est aussi un point d'intérêt pour atteindre ces objectifs-là. Vous voyez? Donc, c'est des choses qui sont complètement différentes, mais pour nous, c'était intéressant avec la pédagogie développée par Binogi que ça rassemble tous ces élèves. Notamment aussi parce qu'on a beaucoup d'élèves, dont mon fils, fond de la salle, fait partie, c'est-à-dire des élèves qui auraient bien aimé aller dans les sections européennes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire européenne? Ça veut dire qu'ils peuvent avoir justement de la géographie ou des maths, etc., dans une autre langue, souvent l'anglais, l'espagnol, l'allemand, des langues européennes, nationales. Et en fait, c'est un très, très petite partie de la population qui a accès à ces cours. Alors, en général, c'est l'élite. Il faut être... Alors, vous voyez, on donne cette possibilité aux élèves qui sont déjà parmi les meilleurs élèves ou de l'élite, ou etc. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, grâce à Binogi, on peut donner cet accès à tout le monde. Donc, c'est ça qui nous a paru. Vous voyez, il y a un côté éthique qui nous a semblé là intéressant à vérifier. Et puis, il y a une autre compétence, je ne sais pas comment ça se passe ici à Toronto, qui s'appelle le PICS, c'est-à-dire que les élèves doivent passer des certificats numériques digitaux pour montrer qu'ils savent utiliser le web, les outils numériques, le côté aussi sélection de l'information pour ne pas avoir de soucis avec l'utilisation du numérique. Et donc, on s'est dit que Binogi aussi pouvait aider à préparer ce certificat. Donc, vous voyez, nous, on a vraiment essayé de ne pas plaquer Binogi, voilà, comme ça, un peu au hasard sur des populations d'élèves, ou alors en disant « Ah, c'est pour les migrants hein, ». Je caricature un peu en provoquant, mais on s'est dit non, c'est tout l'inverse, c'est comment ça peut justement innerver et répondre à un certain nombre de questionnements. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a essayé de proposer en France. Donc, comme Emmanuel l'a rappelé, donc nous, on a à peu près 17 enseignants et plus de 120 élèves en France qui ont participé. Donc, vous voyez, nous, on est à Montpellier, au bord de la mer Méditerranée, tout dans le sud. Mais vous voyez qu'on a des élèves aussi à l'ouest, vers l'Atlantique, on a des élèves de la région parisienne, on a aussi des élèves de l'est de la France. Donc, c'était assez représentatif. Vous voyez, alors je n'ai pas parlé des langues régionales, mais en France aussi, on est une nation qui se promulgue monolingue, j'ai envie de dire, mais on a énormément de langues régionales. Donc, tout le sud de la France, c'est le Languedoc, le franco-provençal, mais on va avoir aussi, vous voyez, toutes les langues là, alsaciennes dans l'est de la France. Donc, ça sera intéressant à regarder. Donc, vous voyez des élèves dans la classe qui travaillent. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'est que effectivement, dans les outils proposés, il y avait cette pyramide que Emmanuel, tu avais proposée, très intéressante pour dire les villes dans lesquelles j'ai vécu, les écoles dans lesquelles j'ai appris, les langues que je connais, et puis moi. Et donc, on l'a fait évidemment dans ce qu'on appelle les UPE2A, donc c'est les classes qui accueillent des élèves allophones, donc nouvellement arrivés en France, migrants, donc avec des réponses, avec des langues différentes, des pays différents, enfin, qu'importe les réponses. Là, vraiment, j'ancre sur la méthodologie. Et pour vous montrer le contexte, c'est qu'on l'a fait aussi dans les classes ordinaires avec des élèves francophones, mais qui ont dit, bah oui, mais en plus du français, j'apprends telle ou telle langue, l'anglais, l'espagnol, l'allemand. J'entends aussi parler pachto ou arabe dans la cour. Et donc, vous voyez, c'était pour vraiment essayer de montrer que cette pyramide, quels que soient les élèves, eh bien, il y a des points d'attention communs. Donc là, c'est un... Alors, ce qu'on a aussi beaucoup en France, on a des écoles où 100% des élèves connaissent une autre langue et parlent une autre langue que le français à la maison, mais ils ne sont pas nouvellement arrivés en France. C'est-à-dire que leurs parents sont arrivés en France, mais eux, ils sont nés en France. Alors, par exemple, quand je vais à Béziers, c'est 1 heure de Montpellier. Là, j'ai beaucoup d'élèves turcs qui sont turcophones. Et à Montpellier, je vais avoir beaucoup d'élèves arabophones et berbérophones. Et puis, quand je vais aller dans d'autres régions, vous voyez, il y a des langues comme ça, avec des communautés de langues qui sont différentes. Donc, c'est ça aussi qui est représenté sur cette carte de France de Binogi. Et je termine avec cette diapositive en disant que
Ce qu'on a essayé de tester, c'était justement à la fois pour tous ces élèves, comment Binogi pouvait être intéressant, le lien avec ce qu'on appelle les pratiques translangagières. Alors là, j'ai vraiment pas le temps, ce serait intéressant, mais on en discutera dans d'autres conférences. Pratique translangagière, c'est vraiment un terme très générique qu'on utilise en France pour dire comment on passe d'une langue à une autre langue. D'accord? C'est pas translanguaging ou c'est pas. En France, on parle aussi de pratique plurilingue. Il y en a d'autres qui vont dire éveil aux langues, etc. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le débat de discuter, ce serait trop long hein, au niveau de la genèse de ces notions. Enfin, il faudrait revenir sur le livre qu'on avait fait avec Gaël et puis Emmanuel hein, sur les parcours biographiques de chercheurs et pourquoi ils se sont inscrits dans telle et telle définition de passer d'une langue à l'autre, j'ai envie de dire pour aller très brièvement. Mais en réalité, nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est justement quelle est la relation aux langues qui est générée par l'utilisation d'un outil comme Binogi et évidemment l'impact sur les élèves. Et ce qu'on a fait aussi en France, qui est un peu particulier, c'est que comme Jérémy le redira et peut-être Laurine, la fracture numérique des fois est importante et tous les collèges ne sont pas forcément connectés facilement. Il faut une dérogation même pour utiliser le téléphone dans les classes. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Donc, on a équipé certaines classes avec des tablettes. Voilà, donc grâce au projet, donc merci le CRSH et merci Binogi qui a permis voilà, de proposer des tablettes. C'était quand même beaucoup plus simple. Et voici donc les données qu'on a collectées. Donc, quantitatives et qualitatives sur l'activité des élèves et des enseignants sur la plateforme. Donc, ça, c'est des choses qu'on analysera ultérieurement. Et qualitatives, donc les journaux de bord des enseignants qui ont expliqué comment ils avaient utilisé Binogi, les questionnaires, évidemment, pour tous, avec les focus group, les entretiens, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis aussi des entretiens semi-directifs. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Jérémy pour les résultats. Et, voilà. Je vais changer de place. Peut-être juste une précision, quand Nathalie a dit 10% des élèves étaient issus de mobilité internationale, ça représente, mais les chiffres ne sont pas précis par définition parce qu'on n'a pas le droit en France d'avoir des chiffres très très précis. Ça représente entre 1 200 000 et 1 500 000 enfants dans toute la France. Et là, je parle de la France métropolitaine, hein, on met de la Guyane, les départements d'outre-mer de côté. Donc, en fait, vous voyez, les enjeux en fait, sont extrêmement importants là-dessus. Alors, je vais faire tout ce que je dis à mes étudiants de ne pas faire, c'est-à-dire que je vais être obligé de lire, mais je ne vais pas tout lire. Je vais lire simplement quelques données que l'on a recueillies donc, à la suite des entretiens sous forme de focus group notamment, hein, avec les enseignants. Et vous allez voir que derrière les discours des enseignants, il se cache un certain nombre d'informations tout à fait intéressantes et pertinentes. Alors, à la fois pour montrer, on a tous compris que Binogi était un outil absolument formidable, pertinent et avec un potentiel pour l'instant difficilement identifiable au niveau des limites. Mais en fait, ce n'est pas Binogi en soi qui va un peu freiner l'enthousiasme général, c'est plutôt le contexte. Alors ici, on va parler, moi je vais vous parler essentiellement du contexte français, mais le contexte, c'est-à-dire les représentations et les pratiques du numérique dans le système éducatif français et la formation des enseignants et le lien entre le rapport aux langues, le rapport à l'éducation et sur ces questions-là. Donc ici, vous voyez, vous avez par exemple, en France, on est très attaché aux notions d'égalité, beaucoup plus à la notion d'équité, par exemple. Ça, c'est très spécifique. Et par exemple, on a une enseignante qui me dit « Ah oui, mais moi, je ne sais pas si je peux utiliser la plateforme dans ces conditions où les langues de mes élèves ne sont pas toutes présentes. » Parce qu'évidemment, c'est quelque chose d'assez qui revient hein, dès le début, en fait. On va toujours trouver, il y a à peu près entre 6 et 7 000 langues hein, qui sont parlées sur la planète. On ne va pas avoir 6 ou 7 000 langues qui vont être proposées en audio, en sous-titres, dans les différents, dans plus de 300 vidéos. Donc, on va toujours trouver, ou pouvoir trouver malheureusement, noter, pointer une absence de présence linguistique. Alors, en soi, il y a quand même aussi beaucoup de solutions sur lesquelles on reviendra aussi un peu plus tard. Il y a la question de l'utilisation du texte et de la vidéo, parce que ce qui est intéressant, moi personnellement, en tant que
spécialiste, en tout cas, je m'intéresse beaucoup à la médiation numérique en éducation, c'est la multimodalité qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on a de la vidéo, on a de l'audio, on a du texte, et que ces trois aspects sont détachables, articulables à la volonté. Parce qu'on peut changer soit le texte, soit le son, et évidemment tout ça en faisant varier les différentes vidéos. Et c'est ça qui est pertinent, c'est cette souplesse en fait en termes de support pédagogique vraiment, qui est vraiment pertinent. Et là, vous avez une enseignante qui dit alors oui, mais alors au lieu de montrer la vidéo, ils étudient que le texte qui était traduit. Ben, c'est pas grave, parce qu'on a vu tout à l'heure, d'ailleurs dans les témoignages, on a vu que justement l'intérêt c'est de trouver un point d'accroche et qu'à partir de ce point d'accroche, et ben ensuite on va pouvoir naviguer. Et en fait, vous allez le voir tout au long de la journée, les élèves commencent par une entrée, puis ensuite c'est eux-mêmes qui vont s'autonomiser et puis qui vont changer la langue, ils vont garder l'audio parce que ça va les sécuriser. Parce que, alors ça aussi, je fais une petite parenthèse malheureusement. Mais la dimension psycho-affective est essentielle là-dedans. Quel est l'intérêt d'utiliser une langue familiale, une langue connue? Ce n'est pas du linguistique pour du linguistique, ça renvoie à des enjeux psycho-affectifs, psychocognitifs qui sont fondamentaux. Là, on parle bien d'enfants. Ici, les enfants, ils sont âgés entre 11 et 14 ans. Quoi. Donc, ce sont des préadolescents. Enfin, le côté sécurité, le côté, on parle de sécurité linguistique ou d'insécurité linguistique, et il y a toutes les dimensions que les théories de l'esprit, par exemple, ont montrées avec beaucoup d'intérêt. Alors, je vais passer un petit peu par rapport à ça. Je sais que le temps passe, mais je vais essayer de me focaliser sur certains aspects. Ici, vous avez par exemple l'enseignante T qui dit en fait, différencier pour les élèves allophones qui étaient inclus en mathématiques et donc pour des élèves qui parfois ont besoin de reprendre des éléments de cycle 2 alors qu'ils sont en quatrième. Ce point, il est fondamental. C'est la question de la pédagogie différenciée. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec les élèves, mais c'est aussi pour les natifs. On se ment un petit peu en France. On se dit que l'élève, il passe à la première année de collège, la deuxième année de collège, la troisième année de collège, et tout est acquis définitivement avant qu'il suive son cursus comme ça. C'est complètement faux. Un élève, il n'arrête pas d'oublier ce qu'il a appris, parce qu'on n'oublie pas nous-mêmes. On se souvient quand on passait nos diplômes que des fois, 3 jours après l'examen, on avait déjà oublié 50% de ce qu'on avait appris. Et là, c'est exactement la même chose. Et grâce à Binogi, ou en tout cas la souplesse pédagogique que propose Binogi, on a vraiment cette possibilité de s'abstraire des niveaux académiques et de pouvoir proposer, peu importe le niveau finalement, de reprendre la notion, on peut aller chercher plus loin si l'élève est en avance, et on peut revenir entre guillemets un petit peu plus en arrière avec une notion de l'année d'avant pour un élève qui en aurait besoin. Et ce n'est pas gênant. Surtout qu'on sait que quelques mois ou quelques années, les compétences linguistiques vont grandement évoluer. Donc ça, c'est un autre aspect que vous retrouverez. J'en profite pour dire, il y a un article qui va paraître la semaine prochaine, qui sera en ligne. Il est en français, mais c'est justement pour toutes ces questions-là, dans la revue L'Idylle du laboratoire de Grenoble. Donc ça sera le 2 mai en ligne. Alors, je vais essayer de... Peut-être c'est toi qui gères le temps, mais à mon avis... Ah, ça va, c'est bien. Donc, la question de la différenciation des pratiques pour le statut des langues. En France, on a énormément de mal à ne pas cloisonner le français, les langues vivantes étrangères, le français comme langue de scolarisation, et puis les langues familiales avec les langues plus académiques, nationales, scolaires reconnues. C'est vraiment un enjeu qui pose de moins en moins de problèmes, et ça évolue pas aussi vite, par exemple, qu'au Canada, qui est par définition un pays biplurilingue reconnu et qui s'est institutionnalisé sur ces questions-là. Ce que la France a énormément de mal à faire. C'est-à-dire que nous, on sépare les natifs des non-natifs, on sépare D'ailleurs, le prof de français ne s'appelle pas prof de français en France, il s'appelle prof de lettres. Moi, ça résume tout, en fait. Hein. Il passe un diplôme pour être prof de lettres. Moi, je ne sais pas. Enfin, j'enseigne la phonétique et la didactique de l'oral en français langue étrangère.
quand je demande aux profs de lettres en formation combien il y a de voyelles en français à l'oral, ils me disent 5. Ça ne les dérange pas. Il y en a 16. Donc, en français de métropole. Donc, ils ont vraiment une vision vraiment axée. On a encore ce poids de l'écrit sur l'oral. Et ce qui est intéressant sur cette question-là, c'est le continuum linguistique, où finalement, l'enseignement-apprentissage d'une langue, qu'elle soit première, seconde, de scolarisation, ou sans écriture, parce que la plupart des langues sont des langues de culture parfaitement orale, d'accord. On a aussi le cas des élèves qui viennent de pays où ils n'ont pas forcément eu la chance d'être scolarisés. Je pense aux petites filles afghanes, par exemple, qui n'ont pas eu la possibilité d'être scolarisées depuis toujours pour elles, en tout cas. Ce qui pose d'autres questions en termes d'éducation à l'alphabétisation et à ces rapports-là. Au niveau de ce qu'on va appeler la variabilité de l'espace-temps dans l'utilisation de la plateforme, c'est certainement, je reviens sur cette notion de souplesse, c'est certainement quelque chose qui est vraiment intéressant. Là, vous avez un témoignage que je prends le temps de lire parce qu'il résume bien en fait les enjeux qui sont là-dedans. Donc, l'enseignant dit, je l'ai parfois utilisé ponctuellement, parce qu'on n'est pas obligé de faire du binaudy H24, pour simplement introduire une notion. Et après, c'était l'occasion de soulever une problématique, de regarder une vidéo binaudy. Je l'ai aussi utilisé en milieu de séquence, c'est-à-dire par exemple quand je travaillais l'oral, que je voulais les faire argumenter sur un point précis. Parfois, au lieu de les laisser faire des recherches, ce qui est parfois fastidieux pour les élèves allophones évidemment, je leur donnais la ressource de la vidéo binaudy. Et à partir de ça, on pouvait essayer de construire l'oral par une espèce de petit débat, en tout cas un oral sur le sujet. Je l'ai utilisé comme ça. Je l'ai parfois utilisé simplement, ponctuellement, pour faire une compréhension, c'est-à-dire sans grande démarche, c'est-à-dire juste de la compréhension. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que, et là je pense que c'est vraiment spécifiquement par rapport au système français, l'idée c'est pas que binaudy devienne une sorte de précepte dogmatique, une sorte de livre de recettes de cuisine, c'est comme ça qu'il faut faire, pas autrement, etc. Et justement, il faut garder ce côté plastique, souple, qui va permettre aux enseignants et aux élèves de s'adapter, de simplement d'essayer de trouver des réponses à des questions un peu complexes parfois, ou en tout cas des questions auxquelles on a du mal à répondre aujourd'hui. Tout à l'heure, Nathalie, elle a expliqué la définition des UPE2A, donc des classes du système de dispositifs d'accueil. Donc, sur 24 heures de cours, l'élève peut, pendant 12 heures, avoir tout ça. Ça, c'est dans l'idéal, parce que la majorité des élèves n'ont pas ce dispositif d'accueil. Et quand ils ont ce dispositif d'accueil, c'est parfois et souvent sur les heures d'autres disciplines comme les mathématiques ou les sciences physiques. Et là, les collègues ne sont pas contents. Et les professeurs de français de langue de scolarisation, nous, on a des témoignages multiples sur ces questions-là, ont parfois des problèmes relationnels parce que les autres enseignants ne comprennent pas pourquoi on leur enlève des élèves comme ça, ce qui pour eux est une aberration puisque chaque enseignant considère qu'il est plus important que l'autre. Bon, c'est un mentalité, encore une fois, qui est propre à la nôtre. Bon, la question du formel et du non formel aussi, donc toujours dans cette idée de souplesse. Mais donc, en fait, il a eu l'utilisation multiple en dehors de la classe, mais aussi dans la classe. On entame un nouveau chapitre. Je dis, avant de commencer le chapitre, regardez ça chez vous, la fameuse classe inversée dont il a été question tout à l'heure. Encore une fois, binaudy n'a pas de frontières. Ce n'est pas que dans la salle de classe que les enjeux sont présents. Mais évidemment, le partage avec la famille, d'où après la nécessité d'avoir aussi des équipements. Donc, je reviendrai cet après-midi sur la question de la fracture numérique parce que c'est quelque chose dont on a pris conscience avec la pandémie, en fait, surtout en France. On s'est aperçu que ce n'est même pas les outils qui posaient problème, mais vraiment la connexion en fait, aux plateformes numériques, aux plateformes pédagogiques. Il me reste 30 secondes, donc c'est parfait. je vais peut-être simplement essayer de rester sur cette bonne diapo qui permet de relier en fait à la fois l'approche pédagogique, donc j'en ai parlé pour la classe inversée, et l'exemple, alors pour les enseignants, c'est faire de la différenciation pédagogique, d'accord. Et
l'avantage, il est aussi dans la gestion de la progression pédagogique. C'est-à-dire que jusqu'au quiz, on va pouvoir faire des évaluations, je dirais, formatives tout au long du processus pédagogique. Et puis à la fin, on va pouvoir mesurer aussi les résultats de ce qui s'est passé. Pour l'élève, j'ai insisté là-dessus, c'est sur la flexibilité, parce que on l'a déjà dit, mais moi je trouve ça tellement génial et incroyable. L'élève peut ralentir comme il le souhaite le défilé de la vidéo. Il peut changer à loisir le sous-titre et l'audio en fonction de s'il se sent plus à l'aise. Et souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la langue qu'ils connaissent à l'audio et puis ils font quand même du sous-titre en français, un petit peu comme moi qui ai des problèmes avec l'anglais, où les séries ou les films, je les mets en anglais, mais je mets quand même les sous-titres en français. Parfois, on peut passer après aux sous-titres en anglais. Et ça, les élèves vont le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont au fur et à mesure progresser, mais à leur vitesse. C'est eux qui vont choisir. Ils ont la main là-dessus. Donc, si l'enseignant est là pour leur expliquer simplement que faites comme vous le préférez, sans pression particulière finalement, eh ben, l'élève va rentrer dans une sorte de confiance. Et là, on peut espérer, et a priori, c'est vers ça qu'on va, que cette confiance va lui permettre d'être en réussite par rapport à ses apprentissages, ce qui n'aurait pas été forcément le cas dans d'autres circonstances. Et pour conclure, vraiment, quelques intérêts, quelques limites. Bon, bah, les intérêts, je n'y reviens pas. Alors, les limites, c'est le problème de la représentativité des langues. Il nous faut des langues massivement connues et reconnues, voire véhiculaires, comme l'anglais, évidemment, l'arabe standard, peut-être le mandarin, voilà, des langues qui sont parlées par des centaines de millions de locuteurs, mais on a besoin aussi de certaines langues, comme le farsi, le pachto, peut-être maintenant, il y a l'ukrainien, il y a une forte demande, hein, évidemment, depuis un an et plus d'un an par rapport à Binogi, sachant que de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'aura jamais toutes les langues, quoi qu'il arrive. La fracture numérique, donc ça c'est un souci sociétal, hein, c'est la place du numérique dans la société et dans le système éducatif. Alors, je ne vous cache pas qu'en France, on est un petit peu en retard par rapport à beaucoup de choses. Nous, on n'a pas le droit d'utiliser les smartphones, les ordinateurs. Il y avait un ordinateur par élève qui avait été évoqué tout à l'heure. Oui, oui, mais nous, c'était un casse-tête, c'était un vrai casse-tête, parce que même en salle d'informatique, les ordinateurs sont tellement anciens, des fois ils ont plus de 10 ans, qu'ils avaient du mal à se connecter et à pouvoir, bon, bref, quand même, ils marchaient. Donc, voilà. Les difficultés des enseignants, encore une fois, mais ça on y reviendra cet après-midi avec les profs de mathématiques dans leur formation, c'est la question des enseignants sont pas mal formés, ils sont très bien formés, mais ils ne sont pas forcément formés à l'innovation pédagogique, à l'utilisation de la médiation numérique en classe. Et il y a beaucoup de représentations sociales qui circulent et qui ne vont pas forcément dans le sens positif. Et alors, du coup, au niveau des perspectives, eh bien, continuons, en fait. Il faut continuer, faire du lien et essayer de faire travailler ensemble tous les enseignants des langues, tous les enseignants des autres disciplines linguistiques pour leur montrer que quand on enseigne les mathématiques ou les sciences, on utilise des langues. Revenons aux fondamentaux à un moment donné, c'est-à-dire que le langage ou la langue, la parole, les échanges, les interactions verbales ne font pas exception à aucune discipline. Et donc, à partir de là, si on fait bien prendre conscience de ça dès la formation initiale des enseignants, on peut espérer qu'à un moment donné, on va faire avancer un petit peu toute cette problématique. Voilà ce que je voulais dire. Je vais maintenant laisser la parole à Carole Fleuret de l'Université d'Ottawa. Alors, ça va me permettre, bonjour à toutes et à tous, ça va me permettre, vous allez voir, de rebondir. Ah, ça donne des perspectives. Ah, c'est pas ça. Alors, moi, en fait, pour rebondir sur ce que vient de dire Jérémy, c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est-à-dire les limites, plein de limites. Donc, quand Emmanuel m'a approché pour le projet, et puis sachant que j'allais travailler à nouveau avec Jérémy et Nathalie, j'étais bien évidemment super emballée. Tout ce qu'on a dit sur Binogi jusqu'à maintenant faisait que j'avais vraiment envie de prendre part à ce projet pour les langues, pour tout ce qui concerne les élèves, mais aussi pour avoir cette possibilité de légitimer ce qui venait de la maison à l'école et inversement. Et ça, je trouve que malheureusement,
on en est encore très, très loin et je trouvais ça intéressant. Cependant, comme l'a souligné Emmanuel au début de sa présentation, nous sommes tombés en pandémie. Alors là, j'ai fait face à plein de problèmes parce que d'abord, les conseils scolaires, c'est de plus en plus difficile auprès des conseils scolaires francophones de faire de la recherche. C'est vraiment terrible. Tout le monde se lamente là-dessus, déjà de manière générale. Là, en période de pandémie, et comme le soulignait Emmanuel, tout le monde dans les écoles était un petit peu victime parce qu'on ne pouvait pas faire face à cette pandémie, on ne savait pas trop ce qui allait nous arriver. Et puis, le gouvernement faute, des fois, prenait du temps à mettre en place des choses. Donc, en fait, tout le monde était dans une espèce d'état d'anxiété qui n'était pas du tout favorable à ce que j'arrive avec mon beau projet dans les écoles francophones et de surcroît pour parler de plurilinguisme. Parce que, donc, c'est intéressant de voir avec les présentations qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui, dans les écoles anglophones, c'est très, très bien rentré. Dans les écoles d'immersion qui restent quand même dans une forme, dans une anglo-dominance, on n'a eu absolument aucun problème. Et moi, je me suis fait claquer la porte au nez de tous les conseils scolaires francophones. Et on est resté sous des mythes. Et puis, oh, non, le plurilinguisme, ce n'est pas le moment. Il faut qu'ils rattrapent leur retard en français et en maths. Il y a la pandémie. Donc, c'était tout le temps les discours que j'avais. J'ai malgré tout réussi par l'intermédiaire d'une de mes étudiantes au doctorat qui travaille dans une école ici, qui était très emballée par la directrice était très, très emballée par le projet. Donc, j'ai dit chic. Donc là, je dis tout de suite à Emmanuel, ça y est, ça marche. J'ai enfin une école. Donc, on contacte, on fait tout ce qu'il faut. Et puis, finalement, on a donné la formation à 7 enseignants qui avaient l'air absolument très, très emballés par le projet. Donc, on s'est dit, ça y est, on va avoir enfin des données. Parce que moi, j'ai fait Ottawa, puis juste de l'autre côté, l'Outaouais. Donc, dans l'Outaouais, ils ne voulaient absolument rien savoir. Donc, il me restait cette école-là. Donc, finalement, on fait la formation, très content. La semaine de relâche arrive. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une des enseignantes, et ça, c'est intéressant, justement, qui est un peu leader dans l'école, qui est là depuis longtemps. Donc, elle a dit, OK, tout le monde était d'accord pour l'essayer. Et là, donc, il l'essaie. Et c'était au tout début où on commençait à avoir des activités en français parce qu'on était encore dans la forme pilote. Et là, ça a été un non catégorique au retour de la relâche. Non, 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 il y a des activités en anglais, on ne veut pas, on veut que ça soit que du français, etc. etc. Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit dans les écoles francophones minoritaires. Il y a tellement cette peur, il y a un contexte sociolinguistique très complexe. Puis, il y a aussi toujours ce sentiment de, si on fait entrer d'autres langues, en l'occurrence l'anglais, on va être assimilé. Donc, laisser de la place pour les autres langues, c'est quelque chose qui est difficile. Et là, je fais un peu le pont avec ce que disait Douglas tout à l'heure. Faut penser en français, faut vivre en français. En fait, on dit qu'on est équitable et inclusif, mais il faut laisser tout ce qu'on est pour uniquement vivre en français et construire cette fameuse identité, comme tu le soulignais, franco-ontarienne. Donc, c'est fou parce que juste avec cette enseignante-là, qui, je pense, a beaucoup passé le mot aux autres, a influencé les autres, Binogi, ça a été un refus catégorique, sauf pour un enseignant. Donc, on était contents. Alors, cet enseignant-là, donc, il l'a utilisé Binogi avec ses élèves, mais on voit qu'il n'était pas dans une posture qui était légitime, en fait. Il le faisait, mais ses autres collègues, visiblement, ne voulaient pas le faire. Donc, il l'a fait de façon ponctuelle. Puis, comme le disait Jérémy, en soi, ce n'est pas un souci. On n'est pas obligé de faire du Binogi du début jusqu'à la fin de la journée. Mais il a laissé, alors il a fait remplir le questionnaire aux élèves. Il y a quelques élèves qui l'ont utilisé. Mais quand on a voulu avoir accès aux données, on n'a pas pu avoir accès aux données. Il a refusé qu'on ait accès aux données. Alors, bon, il y a plein d'hypothèses qu'on peut bien évidemment soulever. Est-ce qu'il avait peur du jugement parce qu'il ne l'a pas utilisé comme il l'aurait souhaité? Est-ce qu'il l'a fait un petit peu on the side, mais sans vraiment en parler aux autres? On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Je l'ai contacté pour faire une entrevue avec lui. Il n'avait pas le temps. Après, ça ne l'intéressait pas. Bon, bref, il y a toute une situation un petit peu complexe autour de ça et on n'aura jamais vraiment le dernier mot. Donc, encore une fois, c'est pas avoir de données, c'est en avoir malgré tout. Je pense qu'il y a moi, je pense, bon, c'est un peu une lapalissade, mais comme il est dit, si déjà on avait Binogi complètement en français, on aurait peut-être une porte d'entrée un petit peu plus facile.
Mais le gros travail qu'on a à faire, à mon avis, dans les écoles francophones, c'est de déconstruire justement tout dans ce contexte complexe, toute la place des autres langues, parce que l'immigration permet aux écoles francophones d'être ouvertes. Faut quand même le rappeler. Et puis, ces élèves-là, on peut, en fait, leur voix est peu entendue. Les autres langues ne sont pas là, elles ne peuvent pas être là. Alors, on ne peut pas parler d'une posture inclusive et équitable si on n'autorise pas les élèves à utiliser leur langue pour toutes les raisons, entre autres, que Jérémie a nommées, que ce soit pour des raisons psycho-affectives, linguistiques, psychocognitives, en tout cas, tout ce qui peut faire qu'un individu est ce qu'il est. Donc, c'est un gros souci et je pense que ça, c'est un gros travail à faire. Ça fait longtemps que je suis là et que je travaille là-dessus, mais on veut penser à une francophonie plurielle, mais pour rappeler ce que disait Emmanuel au début, il y a un poids politique énorme et on a beau faire toutes sortes de fascicules et de projets en mettant de l'interculturel et de l'inclusif. Fondamentalement, les politiques ne sont pas prêtes à laisser un espace suffisant pour que l'on puisse montrer que ça fonctionne. On peut parler d'autres langues et avoir envie d'apprendre le français. On peut parler d'autres langues et se sentir francophone. Donc, il y a tout ce travail-là de fond qui est à faire et ça, c'est à mes yeux, je pense, au-delà de Binogi, le plus gros travail qui reste à faire. Après, on pourra peut-être faire rentrer Binogi. Voilà. Merci beaucoup. Vous entendez? Ah bah, alors, Valérie, tu sais faire ça? Parce que je me disais, il y avait encore quelqu'un. D'accord, il faut lui passer les diapos aussi. Tu peux ouvrir à Laurine, Valérie? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Alors, moi, je ne vous entends plus. Ah ben c'est normal, parce que comme tu parles, on va peut-être... D'accord. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voulez que j'essaye d'activer la vidéo, sachant que ça va peut-être tout dérégler? Voilà, bon, c'est activé. Je ne sais pas si, si ça change quelque chose. Parfait, d'accord. Alors, donc moi, je termine en vous présentant... ah oui, donc la vidéo ne va pas bien fonctionner. Okay. En vous présentant les résultats qu'on a collectés auprès des élèves qui ont participé au projet. Donc, je suis un petit peu loin, je vous ai rejoint de France. Je suis très contente quand même de pouvoir être là aujourd'hui avec vous. Donc, je suis Laurine et je fais donc partie de l'équipe française qui a travaillé sur le projet Binogi, dans lequel j'ai fait un post-doctorat. Donc maintenant, place à la parole des élèves. Donc, vous allez voir qu'on a relevé quelques points et on les a illustrés directement avec des exemples issus des données qu'on a collectées. Donc, on a décidé de présenter d'abord les points positifs qui ont été mentionnés par les élèves et puis on va voir après les points d'attention qui peuvent constituer des leviers ou des freins. Et puis, je terminerai ensuite avec les limites avant de vous proposer une petite conclusion, une conclusion intermédiaire. Donc, pour cette partie, je m'appuie sur les données qu'on a recueillies par le biais des questionnaires et des focus group avec les élèves. Alors, premier point, donc là, si on s'intéresse aux points positifs qui ont été mentionnés dans les paroles des élèves, dans les discours des élèves, on peut déjà voir que pour certains élèves qui sont à l'aise avec le numérique, l'attraction de l'apprentissage en ligne est importante. C'est-à-dire que ça les motive d'apprendre en ligne et ils ont l'impression qu'apprendre en ligne, c'est plus simple, comme le montre l'exemple que vous avez là. Donc voilà, ils nous disent que c'est plus facile pour eux d'apprendre en ligne et d'apprendre sur Internet. Alors, les élèves ont aussi pu explorer, donc ils ont pu explorer Binogi et ce qui ressort des focus group et des questionnaires,
c'est l'intérêt de la diversité des thèmes qui sont proposés sur Binogi. Donc, vous avez des exemples aussi ici. Un enseignant qui, pendant un focus group, nous rapporte qu'un élève aime bien les sciences, la biologie animale. Une autre élève aime le fait qu'il y ait des vidéos sur la physique-chimie, sur l'espace. D'autres élèves qui aiment les vidéos sur la géographie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très souvent mentionné dans les focus group, qui est très souvent mentionné par les élèves. La diversité des thèmes qu'on peut trouver sur Binogi. Alors, un autre point fort qui est cité par les élèves, c'est le côté ludique de Binogi. C'est-à-dire que souvent, les élèves nous disent que les vidéos d'animation ou les personnages sont drôles. Et ça les interpelle et ça leur donne envie, selon eux, de passer du temps sur Binogi. Alors, les élèves ont beaucoup cité ce point-là, le fait que Binogi les aide à comprendre des contenus en sciences, en techno, en maths. Donc ça, vous avez ici quelques exemples, mais ça, c'est un point qui est vraiment important, qui est très souvent cité par les élèves. Le fait que Binogi les aide vraiment à comprendre, notamment en SVT, notamment en sciences. Donc ça, c'était surtout le cas pour des élèves qui étaient en UPE2A, qui étaient nouvellement arrivés en France. Et donc, vous voyez là qu'on a un élève, donc là, c'était oui, un élève allophone qui dit que ça l'a aidé à réviser pour le brevet pro, surtout les SVT et la physique-chimie. Et puis, un autre élève qui nous dit que ça l'aide à comprendre les maths, les sciences, surtout les sciences de la vie et de la Terre. Alors, autre point très intéressant. Donc, les fonctionnalités multilingues de Binogi, c'est quelque chose qui a été fréquemment cité aussi comme un point fort majeur par beaucoup d'élèves. Par exemple, les élèves, on en a parlé tout à l'heure, mais les élèves ont mentionné l'intérêt de pouvoir mettre des sous-titres dans une autre langue et la possibilité de choisir une langue dans laquelle ils sont à l'aise pour regarder et pour écouter une vidéo sur Binogi. Donc, on a des exemples, voilà, le plus facile pour moi, c'est arabe, ma langue, ça vient de l'arabe. Un autre élève qui nous dit, je peux mettre les sous-titres. Et si on va un petit peu plus loin, en essayant de creuser un peu en quoi ces fonctionnalités multilingues les ont aidés, les ont intéressés, en fait, les élèves nous précisent que Binogi leur est utile pour associer un mot en français de l'oral à un mot écrit en français ou dans une autre langue. Donc, on a là, par exemple... Je suis désolée de vous interrompre. Est-ce qu'il serait possible d'avoir la vidéo de Laurine? Oui, alors je veux bien essayer. J'essaye de le faire, seulement vous allez voir, ça va sûrement se mettre à devenir un petit peu vert. Bon, voilà, vous voyez, il y a un petit souci de vidéo, je crois. Hein, donc, je vais recouper. Hein. Je suis désolée, mais ça n'a vraiment pas l'air de bien fonctionner. Voilà, donc je continue. Donc là, vous voyez que voilà, on a ce point qui est cité par les élèves. Et puis, on a un autre point qui est la possibilité d'associer un mot en français de l'oral à un mot écrit. Donc, en fait, non, ça, c'est ce que je vous ai dit. Mais finalement, en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour les élèves nouvellement arrivés, la possibilité de faire des liens entre les mots de la langue première et le français, c'est quelque chose qui est très souvent cité comme une aide à la compréhension et à l'apprentissage du vocabulaire académique français en sciences et en mathématiques. Donc là, vous avez... ouais, on peut peut-être descendre, je pense, le diaporama. Voilà, ouais. Donc là, on a des premiers retours sur les expériences. Donc le premier extrait, c'est un retour d'un enseignant, d'un journal de bord enseignant. Voilà. Et puis ensuite, on a un extrait de réponse à un questionnaire, donc questionnaire qui avait été traduit pour un élève. Donc voilà, mais on peut passer peut-être ça, on peut passer au point d'attention. Voilà, alors donc là, je vous ai parlé des points positifs, mais les élèves ont aussi mentionné certains points, des points qui nous paraissent être des points d'attention, c'est-à-dire que ça peut représenter soit des leviers, soit des freins.
Donc, on va en parler un petit peu maintenant. Alors d'abord, on a certains élèves qui ne sont pas à l'aise avec l'utilisation du numérique et d'Internet. Donc, on a vu tout à l'heure que pour certains, c'était très motivant d'apprendre en ligne. Pour d'autres, pas du tout. Et en fait, ils ne se sentent pas très bien avec le numérique en général. Et donc, c'est vrai que ça, on l'a eu aussi. Dans les focus group, on a eu certains élèves qui nous répondaient que eux, travailler sur Internet, non, ça ne leur plaisait pas vraiment. Ça, c'est étayé par le discours des enseignants, toujours pendant les focus group, qui nous disent que parfois, les élèves se sentent à l'aise pour utiliser l'outil informatique, mais en fait, seulement avec certaines applications qu'ils utilisent quotidiennement. Donc, ils ont parfois du mal à prendre en main un nouvel outil, une nouvelle plateforme. Ça n'a pas forcément été simple. Et puis, alors ça, c'est un point aussi qui a été très souvent mentionné. Créer des comptes pour aller sur Binogi, ça nécessite d'avoir une adresse mail. Et tous les élèves n'avaient pas d'adresse mail et parfois, ça a été très difficile à gérer. Donc ça revient beaucoup dans les discours des enseignants que vous voyez ici. Mais voilà, parfois, ça a été difficile. Tout le processus de création d'adresse mail, et puis après, devoir aller retrouver le lien, l'activer, se souvenir des mots de passe, tout ça, ça a été quelque chose qui a vraiment été compliqué pour beaucoup d'élèves. Alors, pour autant, cet aspect, qui en fait est très souvent présenté comme un problème dans les discours, ça pourrait constituer un levier dans la mesure où résoudre ce problème peut permettre aux élèves de développer de nouvelles compétences. On a vu tout à l'heure qu'il existe en France, par exemple, la certification PICS pour les compétences numériques. Et donc, c'est un diplôme certifié et reconnu par l'État. Alors, un autre point d'attention mentionné par les élèves, c'est l'absence de certaines langues sur la plateforme Binogi. C'est très souvent mentionné, on en a parlé déjà tout à l'heure. Voilà, donc les élèves nous demandent d'autres langues, plus de langues. Alors, pour autant, ce point pourrait être un levier. On le voit avec les stratégies qui sont déployées par les élèves plurilingues parce qu'en fait, ils passent par une langue qui n'est pas leur langue première, mais qui est disponible sur Binogi. Donc, on a eu par exemple le cas des élèves qui utilisaient une autre langue dans laquelle ils étaient à l'aise. On avait par exemple donc un élève qui parle soit pachto, soit géorgien. Tatiana, elle parle bien anglais, donc elle a utilisé l'anglais. Alors, oui, voilà. Voilà, donc oui, vous avez cet exemple-là. Voilà. Et puis, on a aussi le cas d'élèves qui s'appuient sur la proximité d'une langue avec leur langue maternelle. Par exemple, le pachto et l'arabe. Donc là, l'élève s'appuyait sur l'arabe écrit, sur Binogi, ou alors le portugais et l'espagnol, comme l'attestent les exemples que vous avez ici. Donc, par exemple, un élève qui parlait pachto, alors comment il fait sur Binogi? S'il parle le pachto, on n'a pas le pachto sur Binogi, il met en arabe. On lui demande s'il comprend quand on parle en arabe. Il dit un peu, mais par contre, donc il comprend un peu, mais les sous-titres, il arrive à les lire. Et donc, il se sert de ça pour accéder au contenu. Et on a donc aussi un enseignant qui nous dit qu'il a des élèves qui sont portugais. Il n'y a pas le portugais sur la vidéo, du coup, ils utilisent l'espagnol. Et donc, la proximité de la langue les aide un peu. Alors, voilà, on peut passer... peut-être passer. Alors, pendant les focus group, on a aussi remarqué que certains élèves hésitent à utiliser leur langue première pour parler, pour écrire. Ils ne savent pas s'ils ont le droit de le faire. Ça, on l'a vu parce qu'on avait proposé de compléter le questionnaire pyramide dans la langue qu'ils voulaient. Et donc, voilà, on a eu, par exemple, un élève qui n'était pas sûr d'avoir le droit de compléter le questionnaire en arabe. Voilà, et puis il y a un autre point d'attention qui est le graphisme des vidéos d'animation que les élèves ont parfois trouvé un peu étrange. Donc ça a plu à certains, un peu moins à d'autres. Et puis sur Binogi, les différentes variantes des langues ne sont pas prises en compte. C'est le cas pour l'arabe et l'espagnol, par exemple. Donc voilà, l'espagnol parlé en Espagne, il est différent de celui parlé en Amérique latine. C'est quelque chose qui a été relevé par les enfants, mais malgré les différences, les enfants pouvaient comprendre globalement le contenu des vidéos.
Alors, donc je vais passer aux limites possibles de Binogi selon les élèves, toujours. Alors, le premier frein important, c'est le fait que certains élèves ne possèdent pas de connexion ou pas d'appareil connecté à la maison. On a aussi d'autres élèves qui ne comprennent pas pourquoi ils utilisent leur langue première dans la mesure où ils doivent apprendre le français. Et ça, souvent, on se rend compte que c'est un petit peu, ils relayent le discours des parents, en fait, parfois. Et puis, on voit aussi que certains élèves ont des représentations négatives par rapport à Internet et aux écrans. Donc, vous avez l'exemple là de Davina, parce que c'est pas bien l'Internet, parce que si on a envie, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup d'heures sur le portable. Voilà, donc une certaine méfiance par rapport à Internet parfois. Allez, je passe à une conclusion intermédiaire. Je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Je suis désolée. Alors, bon. Non, en fait, la seule chose, c'est ce que je voulais faire, c'est mettre en perspective les points qui ont été cités par les enseignants et les élèves. En ce qui concerne les points positifs, on peut mentionner l'intérêt de l'utilisation de Binogi pour tous les élèves, qu'ils soient en UPE2A ou en classe ordinaire, qu'ils soient monolingues ou plurilingues. Ça, c'est vraiment un point. Voilà, Binogi, ça a plu à tous les élèves. Et ça, on l'a retrouvé dans le discours des enseignants comme dans celui des élèves. Donc, les liens entre l'apprentissage et la compréhension des langues et des contenus STEAM sont aussi un point fort très important qui a été mis en avant par les enseignants et les élèves. Et puis, on peut aussi parler de l'intérêt de la différenciation pédagogique, mais on en a parlé déjà tout à l'heure, et de l'implication des parents qui est rendue possible par le fait d'utiliser la plateforme depuis la maison. Les points d'attention cités à la fois par les enseignants et les élèves, ce sont l'appropriation du numérique par les élèves, on l'a vu. Et puis, on peut aussi noter que le manque de langue disponible est mentionné à la fois par les enseignants et par les élèves, et que la question des variantes de langue émerge aussi bien des discours des enseignants que ceux des apprenants. Et puis, nos données recueillies pendant la pandémie de Covid ont particulièrement mis en évidence la fracture numérique qui existe notamment à la maison pour certains apprenants. Et ça constitue un frein important que les élèves et les enseignants mentionnent. Voilà, donc je termine juste avec deux perspectives. Voilà. Donc, au niveau de la recherche, oui, non, je vais commencer par d'autres. Voilà. Par rapport à ce qu'on pourrait demander à Binogi, on se demande s'il serait intéressant de leur demander d'ajouter des langues spécifiquement en fonction des besoins en France. Est-ce que, par exemple, ça serait intéressant, est-ce que ça serait possible, d'ailleurs, d'ajouter peut-être le turc, l'arménien, l'albanais, par exemple? Au niveau de la recherche, donc on a analysé les données qualitatives et maintenant on va explorer les données quantitatives pour pouvoir recueillir plus d'infos en ce qui concerne l'utilisation des fonctionnalités multilingues par les élèves. C'est-à-dire que pour nous, c'est essentiel de pouvoir observer les passages d'une langue à l'autre, la langue préférentielle utilisée pour regarder les vidéos et pour les sous-titres. Voilà, mais je pense que je vais devoir m'arrêter là. Merci beaucoup. Allô, vous m'entendez? Oui. Moi, je vais couper le son. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Laurine. Ça y est, maintenant, on peut réapplaudir. Alors, pendant ce temps-là, j'ai l'impression que le micro ne marche pas. On a baissé le volume général. Faut que je le remette plus fort ou pas? Ah, je ne sais pas comment faire. Bon, du moment qu'il n'y a pas de plainte des... Voilà. Je vais aller chercher mon... Ok. Maintenant, je retourne sur le... Qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils ne peuvent pas nous entendre? Là, ils peuvent. Vous pouvez m'entendre? Merci beaucoup. Merci beaucoup aux collègues qui ont présenté des données tellement intéressantes et finalement, en les écoutant, qui résonnaient énormément avec ce que nous, on a pu trouver, voir, rencontrer, entendre
à la fois des élèves, des enseignants, et puis des élèves, des enseignants et parfois des parents aussi. Donc, je les remercie énormément et je me réjouis aussi de la décision que j'ai prise, qui était de présenter autre chose. Alors, je ne vais pas vous refaire un tableau du Canada, mais le Canada, pays éminemment plurilingue, si ce n'est dans les lois, en tout cas dans les faits, hein, puisque vous voyez énormément de langues, notamment en Ontario, ce que je vous montre ici, avec le tagalog, l'arabe, le persan, l'hindi et l'ourdou, qui sont des langues qui se caractérisent par une très forte croissance de leurs locuteurs, ce qui a un effet, bien entendu, sur l'éducation. Parce que si nous avons des élèves qui arrivent de tous ces pays-là, forcément, ils vont à l'école. Et ça, c'est quelque chose que les ministères de l'éducation, aussi bien francophones que anglophones, ont reconnu, puisqu'ils demandent dans les textes aux enseignants de reconnaître les langues des élèves comme des leviers. Vous utilisez beaucoup le mot levier, j'aime beaucoup. Moi, je dis des instruments d'apprentissage au nom des droits humains, de l'équité et de l'éducation inclusive. Ici, on parle d'équité plutôt que d'égalité. Donc, ce n'est pas optionnel. C'est quelque chose que les enseignants et les écoles ne réalisent pas, mais ils doivent le faire. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent le faire. Et c'est dans les textes. Donc, ça implique qu'ils mettent en place une pédagogie qui soit adaptée et pertinente sur le plan culturel et qui promeuve en particulier l'équité par le biais de connexion avec les langues des élèves et les identités culturelles et sociales de ces mêmes élèves. Vous voyez, c'est dans les textes. Là, j'ai pris le texte anglais. Marie-Paul m'a envoyé hier les textes du ministère francophone. Je n'ai pas eu le temps de les intégrer, mais je sais, grâce à son courriel, qu'ils sont là. Hein? Donc, mais tout ça, c'est très bien. C'est très gentil. C'est beau aussi. C'est bien d'avoir des textes du ministère qui disent ça. Mais quand on est enseignant, dans la classe, on fait comment? Quelles sont les ressources qu'ils nous ont fournies pour y arriver? Quels sont les soutiens? Quelles sont les formations? Et c'est souvent là où, en fait, les enseignants sont en porte-à-faux. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire quelque chose. C'est comme si on vous demandait finalement de cuisiner un plat sans vous donner les ingrédients. Vous voyez? Donc, pour nous, toute la question était de savoir comment on passe de cette reconnaissance des langues à l'utilisation dans la classe. Ce dont mes collègues hollandais, Gunther van der Meij et les autres collègues parlent très bien dans leur article de 2020. Ok, je ne reparle pas de Binogi. Donc, vous voyez, dans la première recherche pilote qu'on avait faite, j'y reviens très, très brièvement, elle nous avait permis de constater ça, que les élèves étaient particulièrement enthousiastes vis-à-vis de cette ressource, en particulier en ce qui concernait les mathématiques. J'apprends beaucoup, je peux changer les langues comme je veux, je peux étudier plus. Alors celui-là, il était rigolo, il disait c'est comme un jeu, et puis si les maths et les tests, ça devient des jeux, eh ben dans ce cas-là, ça sera moins ennuyeux. Vous voyez? Donc, ce côté ludique dont vous parliez tout à l'heure. Je peux lire le texte au lieu de regarder la vidéo. Donc, vous voyez, c'était des choses qu'on avait déjà trouvées avant et qu'on voit beaucoup. On voit beaucoup les élèves qui vont aller lire le texte. Ça m'aide dans ma langue. J'aime beaucoup cet élève qui dit ça. Et j'aime Binogi parce que je peux changer les langues. Donc, un aspect qui revenait beaucoup. Alors, aujourd'hui, je suis très contente de ce que les collègues français ont présenté parce que, en fait, quelque part, ça explique un peu ce que moi j'ai trouvé. Parce que nous, on a trouvé. Alors, nous, on a travaillé sur les données des écoles anglophones. Donc, on n'a pas encore eu la possibilité de travailler sur les données quantitatives des écoles francophones parce que la première année, on a eu de gros problèmes avec les courriels des élèves. Donc, on ne pouvait pas récupérer les données, on ne pouvait pas attribuer les élèves à des classes. Donc, on ne pouvait pas interpréter, ce n'était pas possible. Et la deuxième année, les données viennent d'arriver. Donc, il faut qu'on voit ce qu'on peut faire avec. Je salue particulièrement ma collègue Sohee Kang du département de statistique de l'Université de Toronto et son assistant de recherche Richard Yeh, sans lesquels rien de toutes ces analyses ne serait possible aujourd'hui.
Donc, les questions qu'on s'est posées, et je voulais les présenter parce que les collègues avaient eu la gentillesse de me montrer leur présentation, je vais faire le pendant. Étaient quels usages est-ce que les élèves font des langues et des fonctions de soutien? Vous voyez, on en a parlé de ces fonctions levier dans Binogi, cette flexibilité dont parlaient Jérémy et Laurine tout à l'heure. Et puis, quelle est la relation de l'engagement de l'enseignant dans Binogi, dans son investissement? Vous voyez, Douglas, il a dit tout à l'heure, je regardais toutes les vidéos. Vous voyez, il a passé beaucoup de temps sur les vidéos. Il a eu 40 000 points. Ouais, ça, c'est de l'engagement. C'est comme ça qu'on a mesuré l'engagement. Et donc, l'engagement de l'enseignant et l'attitude des élèves vis-à-vis des maths et des sciences. C'est des questions qu'on va se poser. Est-ce que l'attitude des élèves vis-à-vis des maths et des sciences est déterminée, ou en tout cas est en lien, par l'engagement du prof dans Binogi? Première question. Ensuite, quelle est la relation entre l'engagement dans Binogi et l'attitude des élèves vis-à-vis des maths et des sciences? Est-ce que ça aussi, c'est lié? Et enfin, quel est l'impact, et ça tu en as très bien parlé tout à l'heure de manière qualitative, de la disponibilité des langues sur l'engagement des élèves dans Binogi? Alors, je vais vous expliquer comment on a opéré pour que vous compreniez un peu mieux. Alors, peut-être si vous avez besoin de bouger, parce que vous endormez un peu, vous pouvez, ceux qui sont dans la salle, vous lever, bouger, il n'y a pas de problème. Donc, on a fait un groupe total de 598 étudiants, mais en ce qui concerne les élèves inclus dans la recherche que je vais vous présenter, nous n'avons inclus que les élèves dont nous avions au moins la réponse à au moins un questionnaire. Pourquoi? Parce que ces questionnaires nous ont permis de rassembler des données biographiques, langagières et biographiques sur ces élèves. Sans les langues, sans savoir quelles sont les langues des élèves, pour nous, il était impossible d'interpréter les données. Donc, on arrive avec 161 élèves qui ont participé à ce que je vais vous présenter. Vous voyez la répartition de ces élèves selon les écoles dans la partie droite. Alors, ça totalise 21 enseignants sur 2 années et on a collecté les données de performance sur Binogi et les questionnaires donc, qui rassemblaient les biographies langagières des élèves et leurs attitudes vis-à-vis des sciences et des mathématiques. Alors, quels usages est-ce que les élèves font des fonctions langues sur Binogi? Vous savez, on entend très souvent les profs qui nous disent, ça c'est une peur des profs, et je les comprends parce qu'ils ne savent pas à l'avance. J'ai peur que mes élèves ne travaillent que dans leur langue et pas dans la langue de l'école. Ça, on l'a beaucoup entendu. Alors, on va voir si c'est vrai. Alors, pour que vous compreniez bien comment on a procédé, on a classifié les élèves en 3 groupes différents en fonction de leur biographie langagière. D'accord? Donc, vous me suivez bien. Dans le groupe 1, qui est le groupe rouge, ce sont les élèves qui nous ont dit qu'ils parlaient l'anglais à la maison. Donc, rappelez-vous qu'on est dans des écoles anglophones. D'accord? Par exemple, l'élève de 13 ans nous dit à la maison, j'entends l'anglais depuis ma naissance. Et il dit, Binogi, it's fun, it's easy to use. Dans le deuxième groupe, le groupe vert, on a mis les élèves qui disent parler une langue à la maison qui est représentée dans Binogi. Par exemple, un élève qui nous a dit, à la maison, j'entends l'arabe et le kurde. Il y a l'arabe dans Binogi, donc c'est bon, groupe 2. Compris? OK. Troisième groupe, ce sont les élèves qui ont déclaré parler une langue à la maison qui n'est pas représentée dans Binogi. Par exemple, un élève qui nous dit à la maison, j'entends l'amharique. Voilà. On leur a demandé aussi depuis quand ils entendaient l'anglais, ce qui nous donne une indication de quand ils sont arrivés au Canada. Donc, vous voyez, l'élève du groupe 2, par exemple, il dit « J'entends l'anglais depuis 2018 ». Donc, il est arrivé il y a 4 ans. D'accord? Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Ils vont beaucoup revenir dans ces analyses. Alors, quel usage ils font des langues? Vous voyez ici le groupe 1. À gauche, je vous rappelle, c'est le groupe qui déclare parler l'anglais à la maison. Le groupe 2, au milieu, celui dont les langues sont représentées dans Binogi. Et le groupe 3, celui dont les langues ne sont pas représentées dans Binogi. Je vois que la flèche ne me suit pas. Voilà. Voilà. Alors, sur l'ensemble de la population, 134 élèves
n'ont utilisé qu'une seule langue quand ils sont allés sur Binogi. Une seule langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il n'y en a que 28 qui ont utilisé une autre langue que l'anglais. Alors, ce sont des résultats qu'il faut voir avec parcimonie, c'est-à-dire que ne sont inclus, nous recevons les données des élèves qui ont regardé au moins 80% des vidéos. Donc, c'est possible que certains élèves aient été dans une autre langue pour juste 10%. Vous voyez, c'est possible. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'usage d'une autre langue que la langue de l'école, il est finalement minimal. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour nous qui voulons encourager les autres langues. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. OK, premier résultat. Donc, enseignants qui avaient peur, non, c'est le contraire. Voilà. Alors, je vous montre, c'est un peu complexe, je vous montre les données d'un élève. Donc, vous voyez sur la barre horizontale le temps. Donc, ça, c'est comment il a utilisé Binogi de décembre à avril. Sur la barre verticale, c'est le nombre de vidéos qu'il a regardées. 1, 2, 3, 4. D'accord? Et puis, vous avez des colonnes. Chaque colonne représentant une fonction, les barres. Alors, la première est souvent l'audio, la seconde, le quiz, et la troisième, les sous-titres. Et ensuite, ces barres sont codifiées par langue. Vous voyez ici, le vert, c'est de l'anglais. Le rose, c'est du tigrinya. D'accord? Donc, après, on se pose la question, pour quelle fonction est-ce que les élèves ont utilisé quelle langue? Vous voyez, c'est amusant parce qu'on va penser, au début, ils vont utiliser beaucoup leur propre langue, puis ensuite, ça va être que de l'anglais. Bon, en fait, ce n'est pas ce que ça montre du tout, là. Vous voyez, c'est très... Et quand on regarde les élèves comme ça qui ont utilisé les différentes langues, c'est ce qu'on voit. Énormément de variabilité. Et c'est ressorti, d'ailleurs, dans les interviews, dans les entretiens. Un élève qui m'a dit, ben, moi, au début, j'utilisais que l'anglais. Pourquoi? Parce que je suis ici pour apprendre l'anglais. Et alors, ben, il dit, après 2 ou 3 mois, j'ai réalisé que j'étais super frustrée, je ne comprenais pas. Et donc, j'ai commencé, quand je ne comprenais pas, j'ai commencé à écouter en arabe. Et tout d'un coup, j'ai découvert que ça m'aidait énormément. Et maintenant, je suis super fort en maths. Et je lui ai dit, donc maintenant, tu écoutes toujours en arabe? Et il a dit non. Non, que quand je ne comprends pas en anglais, je passe à l'arabe. Et après, je reviens à l'anglais. Vous voyez l'usage que faisait cet élève. Alors, c'est un exemple, mais beaucoup de variabilité. Mais ce qui nous a beaucoup intéressé là-dedans, c'est qu'on s'est aperçu qu'en fait, les élèves utilisaient énormément les sous-titres en anglais. Ils utilisaient beaucoup les sous-titres en anglais. Alors ça, pour nous, c'était aussi une donnée très intéressante. Parce que comme disait Jérémy, moi, je fais la même chose. Quand je regarde Netflix, enfin, je ne vais pas faire de pub pour les serveurs, mais quand je regarde toujours en anglais, mais je mets quasiment systématiquement les sous-titres en anglais aussi, parce que ça m'aide à la compréhension. Donc, quand on se pose la question de savoir quels usages est-ce que les élèves font des soutiens langagiers, regardez, on a pris l'exemple des sous-titres. Sur la population générale, sur les 161, déjà, il y en a 67% qui n'utilisent pas les sous-titres. D'accord? Donc, il en reste à peu près, pas à peu près, il reste exactement 33%, c'est-à-dire un tiers, qui les utilisent. En quelle langue est-ce qu'ils les utilisent? Eh bien, regardez, la quasi-majorité des élèves les utilisent en anglais, langue de l'école. Et il ne reste que 10% qui passent d'une langue à l'autre ou qui ne les utilisent que dans leur propre langue. C'est infime. C'est vraiment un tout petit pourcentage. En revanche, les sous-titres sont beaucoup utilisés. Et c'est amusant parce qu'on n'y pense pas forcément, les sous-titres en anglais, que ça va aider. Mais en fait, ça les aide beaucoup. Nous, quand on parle, il n'y a pas de sous-titres. Parfois, on a des interprètes extraordinaires en ligne, mais c'est rare. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer par groupe. Vous vous souvenez de mes 3 groupes? Le premier groupe, qui disait parler anglais à la maison, c'est le groupe rouge. Le deuxième groupe dont la langue est représentée dans Binogi, c'est quel groupe? Le vert, merci. Et le troisième groupe, c'est le groupe bleu. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité? Voilà, la langue n'est pas dans Binogi. Donc, prenons le premier groupe. Dans le groupe des élèves qui disent parler anglais à la maison,
À votre avis, combien d'entre eux, quel est le pourcentage de ce groupe-là qui utilise les sous-titres? Logique. Hein? Ceux qui parlent anglais à la maison? T'imagines que oui, tu es un original, ça doit être pour ça que tu travailles avec nous. En principe, logiquement, on dirait, pas besoin. Tu n'as pas besoin de sous-titres quand on est enseigné et on parle en plus la langue à la maison, n'est-ce pas? En tout cas, c'était mon hypothèse. Et regardez, un quart de ces élèves utilisent les sous-titres. Donc, un quart des élèves qui disent parler anglais à la maison utilisent les sous-titres. Et bien entendu, alors ça c'est logique, la majorité les utilise en anglais. Alors pourquoi on ne sait pas? Peut-être que c'est parce que la maîtresse ou l'enseignante a dit dans la classe, baissez le son s'il vous plaît. C'est possible. Hein? Donc ça, je ne sais pas, je ne donne pas d'interprétation encore, mais quand même, voilà, c'est intéressant. Ce ne sont que des observations pour le moment. Dans le deuxième groupe, c'est celui dont les langues sont représentées à la maison. D'après vous, quel est le pourcentage d'élèves qui va utiliser les sous-titres? Plus ou moins important que le groupe précédent? Plus, parce que leur langue est sur Binogi, donc ils vont avoir envie. Voilà, je suis d'accord avec vous. Okay. Regardez. En fait, c'est très intéressant. Vous avez raison. Effectivement, c'est plus. 46% de ces élèves vont utiliser les sous-titres. Donc, c'est plus que dans le groupe précédent. Mais voyez, il y a quand même un pourcentage dans ce groupe-là assez important d'élèves qui vont n'utiliser que l'anglais. Alors, c'est possible que c'est parce qu'ils ne sont pas très à l'aise dans la lecture dans leur langue. C'est une possibilité. Mais il y a quand même un bon pourcentage d'élèves qui vont lire dans leur langue. 30%. Notez, si on utilise les sous-titres, c'est qu'on sait lire, n'est-ce pas? Donc, voilà. Il y a des... on nous dit très souvent qu'ils ne savent pas lire dans leur langue. En fait, il y en a quand même beaucoup qui savent. Troisième groupe, le groupe des élèves dont la langue n'est pas représentée dans Binogi et qui parlent une langue différente à la maison. Est-ce qu'ils vont, d'après vous, utiliser les sous-titres? Alex, il dit toujours oui, je ne le regarde plus. Okay. La réponse est, ben oui, quand même pas mal. Vous voyez, c'est un groupe bien sûr moins important que le groupe précédent, mais en fait, on s'attendrait à ce qu'ils n'utilisent pas les sous-titres, mais 35% d'entre eux utilisent les sous-titres. Et de ce groupe, 60% ne les utilisent qu'en anglais, mais, et ça c'est la donnée la plus intéressante à mon avis, il y a 40% de ces élèves qui les utilisent dans une autre langue. Et Laurie m'a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Elle a dit, il y a beaucoup d'élèves qui ont une autre langue maternelle que celles qui sont présentes dans le Binogi, mais qui ont des connaissances dans d'autres langues, comme l'arabe. Beaucoup d'élèves nous disent, moi je parle amharique, mais je peux lire un peu d'arabe. Vous voyez, ça c'est assez courant. Et qui vont donc utiliser une autre langue comme levier pour la compréhension. Alors, bon, il y a d'autres raisons aussi qui pourraient être envisagées. Par exemple, quand les élèves travaillent en groupe avec une seule tablette, c'est possible qu'il y en ait un qui veuille les sous-titres dans une langue. Donc, ce ne sont que des observations pour le moment, mais quand même des observations intéressantes. Qu'est-ce que ça nous dit, ces observations? Il n'y a pas d'analyse là-dessus, c'est que des observations. Que les élèves, finalement, ils utilisent assez peu, si on regarde le pourcentage général, les supports langagiers. Donc, encourager les enseignants à encourager les élèves à utiliser les langues. Voilà, ils ne savent pas s'ils ont le droit. Ils pensent que c'est controversé. Même les profs, parfois, pensent que c'est controversé. Ils ferment la porte de leur classe parce qu'ils ont peur d'être entendus. On a entendu ça. Ensuite, deuxième chose, il est essentiel de ne pas considérer que les élèves vont utiliser telle ou telle langue, telle ou telle fonction, parce qu'on sait telle ou telle chose de leur biographie langagière. En fait, il y a beaucoup plus de flexibilité que ça. Vous voyez, dans la pyramide dont ils ont parlé, celle-là, elle vient d'une recherche précédente, mais l'élève dit « je parle arabe, anglais, français et assyrien ». Donc, vous voyez, des parcours de langue, des parcours de pays. Elle dit « j'étais à l'école en Irak, au Liban et au Canada ». Vous voyez, qui font qu'ils se sentent plus ou moins à l'aise dans l'une ou l'autre langue. Et c'est OK. Et en plus, leur utilisation des langues va évoluer en fonction non seulement de leurs besoins,
mais aussi de leur conscience métacognitive. Donc, la mesure dans laquelle ils comprennent leurs besoins en tant qu'apprenants. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ou pas? Oh là là, alors je peux pas. Bon, alors je vais aller très vite. On a fait. Est-ce que vous pensez que la présence des langues des élèves dans Binogi va influencer leur usage de Binogi? Si par exemple, Alex, tu vois le portugais en Binogi, est-ce que ça va t'encourager à utiliser Binogi? Il demande si c'est avec à son âge. Oui. Non. Alors, la réponse. Alors, la réponse est oui. Ça, ce sont des données de l'année dernière. Je n'ai pas le nouveau graphe. Mais est-ce que vous voyez le groupe vert, les élèves qui ont leur langue dans Binogi? C'est aussi le groupe d'élèves qui passent le plus de temps dans Binogi. Et avec les nouvelles données qui ajoutent aux chiffres, toutes les différences sont significatives. C'est très important. La présence de la langue de l'élève dans les ressources, même s'il ne l'utilise pas, a un effet très important sur son investissement dans la matière. Ensuite, est-ce que vous pensez que les langues des élèves vont influencer leur attitude vis-à-vis des maths et des sciences? Mon petit méfie dit oui. Eh bien, la réponse est encore oui. Et les nouvelles données que nous avons nous montrent que peu importe que les élèves soient positifs ou plus ou moins négatifs sur les maths et les sciences, s'il y a Binogi, ils vont être ce groupe-là. S'il y a leur langue dans Binogi, ce groupe-là va être plus positif que les autres. Finalement, est-ce que vous pensez que l'attitude des élèves à l'égard des maths et des sciences, accrochez-vous, hein, dépend de l'engagement des enseignants dans Binogi, donc du temps qu'ils ont passé sur Binogi? Eh bien, la réponse est oui. Là, vous voyez les élèves qui étaient avec un enseignant qui a passé beaucoup de temps dans Binogi, donc qui a regardé beaucoup de vidéos. Et là, ce sont les élèves qui étaient avec un prof qui n'a pas passé beaucoup de temps sur Binogi. Vous voyez la différence? Voilà. Donc, le prof, je vais aller très vite, le prof, encore une fois, l'enseignant joue un rôle majeur dans l'implantation de Binogi. Je vais quand même revenir un tout petit peu sur le résultat, puis après j'arrête. Rappelez-vous, relativement peu d'élèves utilisent d'autres langues que la langue de l'école. Les élèves, ils utilisent les sous-titres et le plus souvent dans la langue de l'école. Le plus souvent dans la langue de l'école. C'est très important et ça, on peut l'encourager. Et troisième chose, la représentation orale ou graphique des langues des élèves explique au moins partiellement l'engagement des élèves dans Binogi et leur attitude vis-à-vis des maths et des sciences. Mais tout cela est mitigé par l'engagement de l'enseignant dans Binogi. Donc, surtout, n'oubliez pas que, comme le disait Jérémy tout à l'heure, Binogi, ce n'est pas simplement un choix de langue, mais c'est aussi une multimodalité qui permet de nombreux leviers pour la compréhension. Et avec les images, l'histoire relativement longue, le texte en dessous de la vidéo qu'on peut lire comme dans un moteur de traduction, par exemple, la vitesse de lecture, etc. Je ne vais pas y revenir, mes collègues en ont très bien parlé. Voilà, je vous remercie et puis je passe la parole à Antoinette. Parce qu'on a pris un peu de retard, de poser des questions. Nous allons et discuter à la fin. Si vous avez des commentaires aussi, et les gens ici présents, vous aurez l'occasion de parler entre vous. Vous allez prendre un temps léger. OK. Alors, nous reprenons à quelle heure? Non, mais déjà, se prépare. Les gens parlent. Est-ce que vous avez très faim?
Oui, tout le monde a très faim. Merci Antoinette. Alors, on va faire une pause. Alors, normalement, on n'est pas si en retard que ça, parce qu'on n'a pas fait la discussion. Voilà, on se retrouvera pour la discussion à la fin. Mais merci, oui, surtout si vous nous quittez ou si vous ne pensez pas nous rejoindre parce que vous êtes en Europe et que le décalage est trop fort, s'il vous plaît, mettez vos commentaires dans le chat pour que nous puissions les prendre en compte et puis vous répondre si possible. Alors, nous nous retrouvons à 13h45. OK. À 13h45, dans une heure. Alors, à tout à l'heure et merci beaucoup.